Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une toute nouvelle émission de Mika parle de paranormal. Et comme chaque semaine, on débat autour de thèmes qui gravitent autour de l'univers du paranormal. Et cette fois-ci, ce sont même deux sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Deux sujets que vous avez suggérés dans le Discord. Comme quoi, vous voyez, on est à l'écoute aussi de la communauté. On va parler de paralysie du sommeil et de voyage astral. Et comme chaque semaine, vous pouvez aussi partager vos anecdotes, participer à l'émission dans la partie libre antenne qu'on démarre à 22h30 chaque lundi. Pour participer à la libre antenne, c'est extrêmement simple. Il suffit de remplir un formulaire, c'est un Google Doc, c'est extrêmement simple. Vous avez Poké et Antoine qui sont les modérateurs du Discord, qui sont avec vous dans le chat. Et vous avez juste à faire savoir que vous voulez passer, vous enregistrer, et ils s'occuperont de vous sur le chat, mais aussi dans le Discord. Et comme chaque semaine aussi, je suis accompagné d'une équipe. Et pour commencer, bonsoir Henning. Salut à tous, salut Mika. Et évidemment, que serait l'émission sans notre Doc? Bonsoir Doc. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur Super. Et ce soir, ben voilà, là je vous fais confiance parce que c'est pas deux sujets que je maîtrise, donc je compte énormément sur vous ce soir pour m'aider. Mais aussi il y a un spécialiste du domaine. On a fait venir une personne qui est habituée à tout ce qui est voyage astral, qui exerce aussi un métier en lien avec le paranormal, qui est Maïvaï. Merci Poké pour l'abo. Bonsoir Maïvaï, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et très heureux de faire partie de votre émission ce soir. Et ce soir, tu nous fais voyager en cette période de confinement. Tu nous fais traverser l'Atlantique avec ton joli accent canadien, ce qui fait plaisir. Donc bonsoir Maïvaï, ça fait extrêmement plaisir. On t'a contacté un peu au dernier moment et tu as accepté de suite l'invitation. Donc ça fait extrêmement plaisir pour le coup. Et on a hâte de débattre ensemble. Mais qui dit débat dit opinion divergente. Et on a fait venir aussi un sceptique, une personne, on va dire, qui est considérée un peu comme la personne têtue, qui a du mal à croire à certaines choses, qui voit peut-être des fois l'aspect scientifique. Et on a fait venir Tom, que vous avez déjà vu dans une des émissions. Bonsoir Tom. Bonsoir, j'ai envie même de dire heureusement que je suis là pour remettre les choses à leur place et les gens les pieds sur terre. Bonsoir à tous. Et ça commence déjà, ça commence. Je troll un peu, bien sûr, je troll un peu. Non, c'est de la plaisanterie, c'est de la boutade. Mais voilà, ce soir on va parler donc comme on l'a dit de paralysie du sommeil en première partie, puis après on va dériver sur tout ce qui est voyage astral. On a 2 heures pour le débat, ce qui laisserait en principe le temps de bien discuter de chaque sujet. Et n'hésitez pas à nous donner vos avis. On a fait un sondage dans le chat. Donc déjà, paralysie du sommeil en l'occurrence, pour commencer. N'hésitez pas à dire si pour vous, dans un premier temps, avant de commencer le débat, si c'est un phénomène paranormal ou si vous pensez qu'il y a une raison scientifique derrière. N'hésitez pas à nous le faire savoir. On est très curieux. Et bonsoir à tous en tout cas parce que vous êtes actifs dans le chat. Et on va commencer tout doucement, je pense. Avant de commencer le débat, on va déjà présenter peut-être Maïvaï pour le coup. Tu pourrais nous dire qui tu es, que fais-tu justement en lien avec le paranormal pour te faire découvrir auprès de nos followers, pardon. Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Maïvaï, je suis conférencier écrivain. Je suis aussi, je voyage en astral de façon consciente depuis plus de 60 ans. J'ai quand même pas mal d'expérimentation, pas mal de sorties. J'ai pas besoin de billets du confinement pour partir. Je suis pas confiné par rapport à l'astral, on peut aller un peu partout. Je suis coach de vie et je communique avec des entités aussi en astral médium. Donc, ça fait partie de ma vie et j'ai arrangé ma vie pour qu'elle soit riche justement avec ce qu'on entend, ce qu'on voit pas. Tu sais, c'est pas parce qu'on voit pas le vent qui n'existe pas. Donc, il y a des choses qu'on voit pas et qui sont très présentes. Donc, moi, je pense qu'en élevant le taux vibratoire et avec quelques petits trucs, on peut arriver à toucher un peu à tout. Ouais. Le message du vent, c'était destiné à Tom, je crois. Mais dans un sens, oui, c'est ça en fait. C'est le but de l'émission aussi, il faut le rappeler. C'est nous, on n'a pas d'avis particulier, du moins en tout cas moi. Après, évidemment, le doc peut avoir ses avis vu qu'il exerce un métier en lien avec le paranormal. Donc forcément,
notre communauté est à l'image aussi de l'équipe. On a plusieurs opinions différentes. On a Henning aussi qui a ses propres opinions. L'objectif quand même de l'émission reste d'être neutre, d'ouvrir la discussion, de rassembler les sceptiques comme les plus convaincus de l'existence du paranormal dans notre univers. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Et comment tu es arrivé dans l'univers, on va dire, du paranormal? Moi, depuis tout petit, j'entendais des choses, je voyais des choses. J'ai écrit une trilogie qui s'appelle Moi, enfant lumière, et ça parle justement de mon expérimentation par rapport à des choses que je percevais que les gens ne percevaient pas, comme les auras. Je voyais des couleurs sur les personnes. Je les appelais Monsieur Arc-en-Ciel, Madame Arc-en-Ciel. Et avec le temps, j'ai communiqué avec certains guides qui m'ont aidé à comprendre ces choses-là, à ne pas en avoir peur, à aller de l'avant et à apprendre avec l'expérimentation qu'est-ce qu'il en était. Donc, ça fait partie de ma vie depuis tout petit. Donc, pour moi, c'est pas une découverte du jour au lendemain. C'est petit à petit que ça s'est fait. Donc, je suis en harmonie avec tout ça. D'accord. D'ailleurs, on parle d'univers de paranormal, mais peut-être que pour toi, finalement, ça n'a rien de paranormal. C'est ce que tu considères comme la normalité. C'est ma normalité à moi, oui. Justement, un peu pour répondre à Tom, je comprends très bien par rapport aux gens qui sont sceptiques. Et moi, par rapport à l'astral, justement, il y a une université à Montréal qui, à l'âge de 20 ans, sont venus chez moi à la maison pour confirmer que c'était possible de faire une sortie en astral. Et j'ai ça en vidéo et on a pu la confirmer, ce qui a fait que ça a produit énormément de transformations alentour de tout ça. Mais c'est normal pour les gens de vouloir confirmer les choses. Même par rapport à moi, l'astral, sur ma page Voyage Astral, où j'ai près de 4000 membres, je dis bien aux gens qu'on doit confirmer une sortie astrale au lieu de penser qu'on sort en astral, qu'on est dans l'illusion d'une sortie dans ces lieux-là. Donc, c'est vraiment important de confirmer les choses pour pas, justement, partir à la dérive. Et justement, bon, tu dois être habitué forcément à entendre des personnes dire qu'ils n'y croient pas ou même discuter avec elles directement. Et comment tu perçois l'idée que des personnes justement n'y croient absolument pas? Ben moi, dans ma perception des choses, l'âme a une expérimentation et fait son cheminement. Et il n'y a pas personne de ni plus ni moins que personne sur cette planète. On est tous en interaction, un avec les autres. Il y a des gens qui sont rendus où ils sont rendus et où ils sont rendus, ils ne croient pas encore à cela. Et c'est correct qu'ils ne croient pas en ça. Ils sont là, mais comme je dis, ils ne sont ni plus ni moins que moi, ils sont juste rendus là. Et ils ont besoin de croire, ils ont besoin de savoir, ils ont peut-être soif ou ils veulent absolument rien savoir de ça. Tu sais une chose, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas toujours être jugé. Donc, à partir de là, j'accorde pas de pouvoir à ces personnes-là. Je respecte par contre leur opinion parce qu'elle est importante. Et voilà, je voyage là-dedans comme ça. Donc, je respecte l'opinion de chacun. Aujourd'hui, après 60 ans de voyage astral conscient, après avoir été et prouvé scientifiquement, comme avec mes amis, que ce soit Ange Vaudan ou des personnes qui voyagent de façon consciente, je n'ai plus à prouver ça. Je partage mon expérimentation et les gens qui veulent savoir ou connaître ou expérimenter, ils sont les bienvenus. Et ceux qui veulent me poser des questions parce qu'ils ne croient pas, je peux partager mon expérience, mais je ne suis pas ici pour convaincre personne ce soir. D'accord. D'accord. Et avant de commencer le débat, vous avez d'autres questions, Henning ou Doc? Non, sur le voyage astral en lui-même, mais déjà, alors, pour toi, comment tu définirais, peut-être pour tout le monde, pour qu'on se mette tous d'accord sur la même définition, qu'est-ce qu'un voyage astral? Un voyage astral, tout le monde fait un voyage astral de façon inconsciente au moment du sommeil. C'est-à-dire que quand on voit les auras et quand on voyage en astral, au niveau du corps physique, quand on part en astral, il y a une corde d'argent qui est reliée au niveau du plexus jusqu'au corps éthérique qui est au niveau du troisième œil. Cette corde s'étire indéfiniment dans l'univers pour pouvoir nous permettre de voyager. Donc, un voyage astral, c'est l'âme qui s'évade pour faire des expérimentations, pour être en mesure de se définir. Parce que l'âme, pour moi, explore des milliers de vies parallèles dans des milliers de moments simultanément en même temps, pour mieux se définir. Donc,
la différence entre un voyage astral de façon consciente, c'est qu'on est conscient de la sortie du corps éthérique, du corps physique. Donc, à ce moment-là, oui. Ça veut dire que le voyage astral, ce serait quantique alors? Qu'est-ce que tu entends par quantique? Eh ben, partout en même temps et nulle part à la fois. Voilà, exactement. Parce que moi, mon concept aussi, c'est qu'on vit l'expérimentation de toutes nos vies simultanément ici et maintenant. Ok, juste une D'accord. chose, à la base on avait prévu de faire paralysie du sommeil, du coup on va inverser, ce que j'ai dit tout à l'heure. On va commencer par voyage astral. Excuse-moi, j'ai attaqué trop tôt. Non, il n'y a pas Non, mais de moi, souci. c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par le voyage astral et on ira après sur la partie paralysie du sommeil, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Du coup on m'a devancé sur la suite. Donc Yannick, je te laisse poursuivre. Moi, je voudrais juste rebondir quand tu dis, quand tu parles justement de le fait de partir de façon consciente, parce que justement, il y a plein de sortes il y en a qui vont parler de projection. Donc, en fait, dans une projection, si je comprends bien, ce n'est pas ton corps éthérique qui part, c'est ça? Alors, comment tu fais la différence? Moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre. Dans une projection astrale, qu'est-ce qui part? Est-ce que c'est ta pensée, ton esprit, Est-ce que tu peux faire la différence entre une projection astrale, qu'on a souvent entendu dans l'histoire, et un voyage astral? Ben, tu sais, c'est les mots qui sont... On trébuche sur des mots. Quand au final, une projection astrale, c'est une sortie astrale pour moi. Une sortie astrale, c'est l'âme qui, quand elle sort du corps, tu demeures conscient de ce qui t'entoure et à ce moment-là, à la vitesse de la pensée, parce qu'en astral, on voyage beaucoup plus vite qu'à la vitesse de la lumière, on voyage à la vitesse de la pensée, donc on se déplace partout dans l'univers simultanément, dans certains lieux, parce que si on se déplaçait à la vitesse de la lumière, on n'aurait pas assez d'une vie pour explorer le confin de l'univers, c'est trop loin, même à la vitesse de la lumière. Donc, une sortie astrale, pour moi, c'est que tu es conscient de ta sortie. Tu es en mesure, c'est comme des gens qui ont expérimenté une mort imminente ou qui sont décédés quelques minutes. Il y en a qui reviennent en disant « Je me suis vu au-dessus de mon corps, vraiment. Et j'ai vu les médecins dire ceci, dire cela et tout ça. » Il y a beaucoup de gens qui ont fait des rapports par rapport à ça. Ils ont effectivement fait ce qu'on appelle une sortie astrale consciente. Et c'est la différence d'une sortie astrale que tout le monde fait la nuit inconsciemment. D'accord. Par contre, j'ai juste une question. Du coup, vu qu'on a lancé le débat sur le voyage astral, on a évidemment eu ton opinion, Maïvaï, mais quelle est ton opinion du coup, Tom? Comme ça, au moins, on a les deux idées avant de poursuivre. Bah, l'opinion du voyage astral, comme il est récité par notre ami, ça ressemble beaucoup à... Je perds les mots, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez quand les gens sont opérés, c'est assez lourd, assez grave, quand ils sortent de leur corps. Oui, voilà, merci. Et voilà, c'est ça. Et du coup, ça me fait énormément penser à ça. Du coup, c'est pour ça que dire qu'on fait des voyages astro quand on dort, c'est... Je vois pas vraiment le rapport. Mais bon, après, je suis peut-être pas assez calé sur le sujet, attention. Ok. Mais Tom, tu as vraiment raison, parce qu'il y a beaucoup de rapports au niveau scientifique qui ont été émis par rapport à quelqu'un qui était sur la table et qui est comme décédé. Et là, il se voit, il décrit tout ce qui s'est passé. Même des enfants ont fait cette expérimentation-là. Et c'est prouvé scientifiquement. Tandis que nous, voyageurs de l'astral, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas sur une table d'opération avec des caméras et tout ça. Donc, on peut moins confirmer. Mais moi, j'ai des amis, que ce soit Anne Givaudan, Daniel Mauroy ou moi-même, qui voyageons de façon consciente partout. Et c'est une pratique on peut arriver à voyager en astral de façon consciente, mais ça prend énormément de pratique, énormément d'efforts pour y arriver, à moins de venir au monde avec cette faculté-là. Il y a toutes sortes d'humains sur cette planète, mais sinon, ça demande énormément d'efforts et tout ça, mais avec le temps, on peut réussir justement à au moins faire des rêves conscients et aller vers ce sens-là. Juste une question pour mettre une chose au clair. Par exemple, moi, je suis une personne qui, on va dire, qui connaît pas parfaitement le sujet. Quand tu parles de... Tu as dit tu as employé le mot un rêve conscient, c'est ça? C'est ce que tu as bien dit, hein, si je me trompe pas. Un rêve conscient. Oui, est-ce que c'est un lien avec les rêves lucides?
Ouais, c'est ça, c'est un rêve C'est lucide, ça? exactement. D'accord. C'est Ouais. juste pour avoir l'image en tête. Ouais, qui- un rêve lucide. D'accord. Alors, attendez, parce que donc pour toi, un rêve lucide et un voyage astral, c'est la même chose. Non, un rêve lucide et un voyage astral, c'est très près un de l'autre. C'est-à-dire qu'on Ah, peut faire un d'accord. rêve lucide. Je crois que c'est On ce que peut vous faire voulez un... dire. OK, on peut faire un rêve lucide en pensant qu'on est dans une sortie astrale. Et Oui. on est dans un rêve lucide. C'est pour ça que moi, je dis sur ma page même, par rapport à cela, on doit confirmer que Oui, ce n'est c'est pas ça. un rêve lucide. Donc, on doit confirmer que c'est une sortie astrale. Il y a des moyens pour le faire. Oui, donc du coup, Mika, un voyage astral n'est pas un rêve éveillé. Non, Hein. C'est pas la Non, même non, chose. c'était juste pour Non, savoir non. justement s'il parlait de Ah. ça quand il parlait de rêve conscient en fait. C'était D'accord. c'était juste pour savoir si c'était exactement la même chose. Et petite question, est-ce que sur les impressions de déjà-vu, on peut dire que finalement c'est quelque chose qu'on a déjà vu en voyage astral ou pas? Ben, pour moi, un déjà-vu, c'est ton âme qui te fait un coucou parce qu'elle expérimente, comme je te dis, des milliers de possibilités dans des milliers de vies parallèles. Donc, elle t'envoie un petit coucou de ce que tu as déjà vécu dans une vie parallèle. Donc, c'est une D'accord. sorte, c'est un contact astral. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Ok. C'était une question sur le chat. Et Non. j'ai une question pour le coup. Comment on expliquerait, donc si le voyage astral existe, comment on peut déclencher la chose? Comment Ok. on peut faire un voyage astral pour le coup? Qu'est-ce qui déclenche la sortie donc de l'esprit du corps, la dissociation de l'esprit et du corps? OK. Moi, je vais te répondre en enlevant le si, parce que pour Ouais. moi, il y a des voyages astrales qui se font vraiment de façon consciente. Il y a une façon de le faire, le voyage astral. Il y a des gens qui vont passer une vie à essayer de faire un voyage astral de façon consciente et jamais ils vont y arriver. OK? C'est toujours pareil. C'est une discussion qu'on a eue avec Inning hier, justement, où on se disait, moi, ça fait des années que j'essaye et j'ai du mal à le faire, hormis des souvenirs de quand j'étais plus jeune. Et Inning me dit, essaye, mais j'y arrive pas non plus. Donc c'est comme ça. Moi, je dis aux gens, de toute façon, même si tu n'arrives pas à faire un voyage astral de façon consciente, les efforts que tu fais pour y arriver, c'est-à-dire augmenter ton taux vibratoire, faire attention à toi, être plus dans l'amour, dans la compréhension, dans le pardon, par rapport à l'alimentation, protéger la planète et tout ça, t'amène à être un âme meilleur, un être humain meilleur. Donc, même si tu ne voyages pas en astral, mais que tu tends à le devenir ou à le faire, ça t'élève. Mais pour arriver à faire un voyage astral de façon consciente, bien sûr, il faut élever le taux vibratoire pour enlever les peurs. Parce que la plus grande chose qui empêche l'être humain de sortir de façon consciente, c'est la peur. La peur va bloquer la sortie astrale de façon consciente. Et c'est très important de se préparer parce que, tu sais, on peut préparer notre bagnole pour partir de Toulouse à Paris et malgré tout qu'il arrive un imprévu et qu'on se retrouve en dèche parce que le moteur a chauffé ou quoi que ce soit. Quand tu pars en astral de façon consciente, tu dois vraiment être prêt parce que dans cet univers qui est absolument... Il n'y a pas de mots pour décrire l'univers. Il y a des choses qui peuvent se passer dans l'univers et si tu n'es pas prêt à faire face à ces choses-là, tu peux avoir des mauvaises surprises, même au niveau de l'astral, surtout parce que ça peut devenir compliqué. Parce que c'est un monde où il se passe des choses vraiment, surtout quand tu n'es pas prêt à aller en astral de façon consciente, ça peut devenir compliqué. Par rapport à ça, est-ce que, alors je sais que sur certaines expériences que j'ai eues, j'ai toujours la sensation, quand j'essaie de partir en astral, de tomber. Est-ce que c'est normal? Oui, il y a plusieurs, les gens qui vont faire comme une sortie astrale, ça va arriver de différentes façons. Donc, il y a certaines personnes qui, une fois le corps vraiment apaisé, vont se sentir tournoyer comme une tornade. D'autres vont se sentir compressés de la tête aux pieds. D'autres vont se sentir avec un grand frisson. D'autres avec un grand froid. D'autres avec un grand boom. Il y a toutes sortes de façons de partir en astral. C'est la prémisse, en fait, qui t'indique que tu vas partir en astral. Et là se situe la problématique. La majorité des gens, quand ça arrive, se réveillent. C'est ça. Moi, en fait, ça me ramène le fait de tomber. Il y a une notion un petit peu d'angoisse sur le fait de partir et ça a tendance à raccrocher. Il y a une question assez sympa de Francky dans le chat qui me demande de te demander du coup quels sont les noms des scientifiques qui approuvent ta théorie.
Enfin, la théorie, comme quoi ça serait vrai en fait. Moi, je pose la question du chat, attention, hein, c'est pas moi. Je pense que c'est en référence à quand tu disais tout à l'heure que tu avais fait une vidéo avec une université ou quelque chose comme ça. Oui, ça date de 40 ans. C'est des professeurs de l'Université de Montréal, l'Université de Montréal à Montréal, dans le temps. Donc, c'est des professeurs. Moi, j'ai cette vidéo que je pourrais mettre sur Voyage Astral aussi. Mais avant de donner le nom de ces scientifiques, je pense que je vais leur parler, si c'est possible pour moi de le faire, parce que je respecte l'anonymat de tous et chacun. Mais j'ai la vidéo qui prouve cette sortie-là. Et juste pour vous parler un peu de cette sortie-là, si je peux prendre quelques minutes. Les scientifiques sont venus à la maison, c'est-à-dire il y avait un professeur de l'université, il y avait un assistant et 2 autres personnes, une caméra et tout ça. Et ils se sont assis chez moi, j'avais 21 ans, et ils m'ont dit, à l'université, il y a un coffre-fort qui contient des choses, avec un sourire, bien entendu, parce qu'ils ne me croyaient pas. Il dit, ils contiennent certaines choses et on aimerait que vous nous disiez qu'est-ce qu'il y a dans ces choses-là. Vous qui voyagez en astral de façon consciente, parce que je faisais des conférences dans le temps. Donc, je me suis assis, ils ont ouvert la caméra et je me suis rendu directement là-bas en astral et je suis revenu et ils continuaient à me poser des questions. J'ai dit, vous pouvez arrêter vos questions. J'ai dit, dans votre coffre-fort, il y a une balle bleue, il y a une balle blanche, une balle rouge. Il y a 2 chiffres, un de 2 et un de 4. Et le numéro du code de votre coffre-fort, c'est 12 24 36. Donc, ils ont resté pantois, ils ont dit, on comprend rien. Ben, j'ai dit, vous voyez, j'ai dit, on n'a pas besoin de comprendre, même moi, je comprends pas. Je comprends pas de quelle façon ça peut se faire, mais je le fais, c'est tout. J'ai dit, si vous allez au musée du Louvre et que vous voyez un œuvre de Gauguin, est-ce que tu vas te dire avec quelle sorte de peinture qu'il a fait ça? Il était quelle heure quand il a fait ça? Il sentait comment? Tu perds l'œuvre. Va voir l'œuvre et vis l'œuvre, tu sais. Donc, j'aurais une petite question pour toi du coup, parce que bon, admettons, ça existe tout ça. Bon, t'as été dans le coffre-fort, t'as pu voir ce qu'il y avait dedans. Ça là-dessus, si toutefois la théorie est vraie, ça là-dessus je le conçois. Par contre, à quel moment tu as pu savoir le code du coffre-fort? À moins qu'il l'ait écrit dans un papier qui était dans le coffre-fort, mais là après c'est plus de la magie que du voyage astral après. Non, c'est pas de la magie, je vais t'expliquer, parce que quand je suis arrivé là-bas, le monsieur qui a fermé le coffre-fort, il a dit le numéro du coffre-fort. Donc le coffre-fort était ouvert pendant que tu étais là-bas? Quand je suis arrivé là-bas, il a fermé le coffre-fort et il a dit les chiffres du coffre-fort. Ah. Machinalement. D'accord, ouais. 12, 24, 36, et voilà. D'accord. Donc il est pas bon d'avoir un coffre-fort chez soi, quoi. Alors après, il y a effectivement aujourd'hui, une scientifique qui a pas mal étudié ça avec Nicolas Fraisse, qui s'appelle Sylvie Detiodas, peut-être que tu la connais. Donc je dis ça aussi pour justement Francky qui posait la question, enfin s'il s'intéresse à ça. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Aux confins de la conscience, je crois. J'ai un doute, et qui est justement, elle a travaillé de façon scientifique, c'est une Suisse, sur le voyage astral, et c'est très intéressant comme livre. Donc voilà, petite parenthèse pour le côté scientifique. Enfin là, il y a ta vidéo, mais ce livre est vraiment très très bien fait, et Nicolas Fraisse effectivement a fait des choses assez bluffantes. D'ailleurs, alors après pour lui ou pour d'autres, ça marche pas toujours à tous les coups. C'est-à-dire que, en tout cas dans ceux qui témoignent ouvertement, on peut pas dire qu'ils sortent de façon consciente en claquant des doigts. Alors que toi, si je comprends bien, finalement, c'est quelque chose aujourd'hui que tu maîtrises, c'est ça? Ben, je le maîtrise parce que c'est. Je vais donner un exemple. Est-ce que tu connais Dimash Kukarbergen, le chanteur, qui chante 8 octaves? Ouf. C'est un être. Non, mais c'est un être vraiment extraordinaire. Il est né avec cette possibilité-là, tu comprends? Il y a des gens qui vont travailler la musique toute leur vie et jamais ils seront en mesure de faire ça. Il est né comme ça. Moi, je suis né comme ça. Donc, c'est comme... Beethoven, il est né avec un talent, le talent de Beethoven. Et c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça, simplement. Donc, pour noter la chose, si j'ai bien compris, surtout aussi avec l'équipe, donc là, on n'est pas sur quelque chose qui s'apprend, donc une sorte de capacité, là, si on parle de télépathie, des choses comme ça, ou de médiumnité. On est sur un don, c'est ça?
Non, Non? je ne dis pas ça. Je dis que moi, je suis né avec ce don-là parce que Inès disait il y a des gens qui sortent pas et tout ça. Moi, je sors au moment que je veux, quand je veux. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut bien entendu avoir une pratique consciente pour arriver à faire des sorties astrales. Bien entendu. Mais est-ce qu'on va faire des sorties astrales de façon consciente? Ça reste à voir. Comme je te dis, dans mon expérimentation, j'ai 4000 membres sur une page Voyage Astral sur Facebook et je connais 2 personnes qui voyagent de façon consciente sur 4000 membres. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Parce que Ben, j'avais c'est pas cru beaucoup. comprendre que justement, toi, tu donnais des techniques où tu apprenais aux personnes à pouvoir sortir de façon consciente. Donc finalement, Bien sûr, je donne cette technique-là. Je n'ai pas dit qu'ils sortaient de façon consciente. d'accord. Mais si on ne peut pas sortir de façon consciente, quel est l'intérêt finalement? Je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, même si on n'arrive pas Oui, à c'est faire vrai. un voyage astral de façon De consciente, s'élever en tant que... ouais, ben c'est ça, la façon, parce que pour y arriver, on doit élever son taux vibratoire, c'est-à-dire faire attention à soi, être plus dans le partage, dans l'amour, dans la compréhension, par rapport au végétarisme, tout ça élève l'âme de toute façon. Donc, même si on n'arrive pas à faire de voyage conscient, ben, on arrive au moins à s'améliorer soi-même. D'ailleurs, petit point sur le chat, on a fait un sondage et en fait, à ma grande surprise, quasiment la majorité en fait croit du coup au voyage astral. Donc on a. Parce que j'ai pas répondu, hein, d'accord? Parce que du coup, je suis pas dans le chat. mais contrairement par exemple au sondage que j'ai fait tout à l'heure, et on y reviendra dans le thème pour le coup, parce que j'avais fait un sondage sur la paralysie du sommeil où là c'était beaucoup plus nuancé. Là clairement la très très grande partie y croit quand même, donc c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à assimiler comme idée que le voyage astral existe pour la grande partie. Alors c'est très drôle d'ailleurs parce que au final la paralysie du sommeil est un phénomène qui est quand même assez bien compris sur le plan scientifique, donc c'est quand même assez terre à terre, même si on peut lui donner d'autres explications, il y a quand même une explication scientifique très terre à terre, alors que le voyage astral, pour le coup c'est un peu plus effectivement, c'est un peu plus abstrait, ouais. Ouais, clairement, très clairement. Assez rigolo. Et du coup, on parle aussi beaucoup de voyage astral au moment où, lorsqu'une personne est sous anesthésie, en méditation, en paralysie du sommeil, et aussi à un moment, on va dire, où cette personne est proche de la mort. Donc il y a un déclic non... Comment dire? Non... J'ai perdu le mot, je m'en excuse, mais voulu, on va dire. C'est pas voulu, c'est pas intentionnel. Mais comment expliquer qu'on a beaucoup de personnes qui relatent des expériences lorsqu'elles sont proches de la mort et qu'elles voient en fait leur corps comme ça, on va dire, sur la table d'opération ou un accident, etc. Est-ce que tu as une idée ou une explication à ça sur le fait qu'on a beaucoup ce genre d'anecdote qui revient quand on parle de voyage astral? Moi, ben, ce que je pense, ce que je crois, parce que j'ai côtoyé des gens qui ont vécu ces expérimentations-là, c'est qu'il y a un lâcher-prise par rapport à l'état où on arrive à passer de l'autre côté. Il y a vraiment un lâcher-prise et ça ouvre la porte justement à faire le transfert, si on veut, de façon consciente vers le voyage astral de façon consciente. Parce que la mort, normalement, est la seule expérience physique du corps où tu fais une sortie astrale consciente, parce que c'est au moment de ta mort. Et quand on arrive à vivre quelque chose d'aussi intense, d'aussi profondément, où on se connecte vraiment avec tout son environnement, avec chaque particule de l'univers est connectée envers elle, à ce moment-là, on devient ça et on a conscience de cet univers qui s'ouvre à nous. Moi, je trouve ça formidable. Même que les gens disent ici qu'on croit plus au voyage astral et tout ça, c'est une ouverture qui, pour moi, est fantastique parce que la problématique de l'humain, c'est qu'il a besoin de voir pour croire, quand moi, je pense qu'on doit croire pour voir. C'est vraiment une différence qui fait qu'on élève tout ça. Mais au moment de la mort, quand les personnes prennent des drogues aussi très, très, très hallucinogènes, à ce moment-là, et ça, c'est plus compliqué pour l'astral, par exemple, quand on se sert de drogue pour sortir en astral. Mais au moment de la mort et tout ça, on arrive à sortir
parce que c'est la terminalité de la vie ou un stress intense qui fait qu'on arrive dans un état d'être où on sort. C'est un genre de coma, quoi, tout simplement. Est-ce que là, ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, ce que je vois, c'est surtout la protection du corps qui se met soit dans un coma, soit dans un état de choc émotionnel, soit à cause d'un vécu, soit à cause de la drogue, hein, comme tu le dis. Mais tout ça, je veux dire, il y a rien d'extraordinaire. Moi, l'impression que j'en ai depuis tout à l'heure de ce que tu dis, avec tout le respect que je te dois, bien sûr, hein, c'est que tu prends des choses réelles qui existent dans la science, hein, bien sûr, dans la médecine, et tu dis qu'il faut croire. Il faut croire pour essayer pour voir. Et du coup, grâce à ça, tu peux voyager, tu peux faire plein de trucs, alors que c'est des choses connues, en fait. C'est là où ça me gêne un peu. Je ne dis pas qu'il faut croire pour voir, je dis que quand on croit, on peut voir plus facilement parce qu'on enlève certaines barrières justement à j'ai besoin que tu me prouves des choses pour comprendre ou pour voir des choses. Je comprends. Les gens, beaucoup de gens, surtout quand on parle de voyage astral, combien de gens m'ont dit « Ah ben d'accord, mais viens voir chez moi, qu'est-ce qui se passe et là je te croirai. » Tu sais, j'ai joué à ça pendant une certaine période de ma vie, mais maintenant j'ai plus besoin de jouer à ça. J'ai plus rien à prouver par rapport à ça. Donc, moi je te dis simplement que quand on est ouvert à quelque chose, eh bien on va dans cette chose-là avec le cœur ouvert et on perçoit des choses qui fait que quand je ne crois pas, que j'ai besoin de voir, ça me bloque à certaines choses, simplement. J'ajouterais, en fait, c'est pas seulement il faut croire pour voir, c'est plutôt il faut croire pour expérimenter. C'est-à-dire si tu prends, moi j'ai été enseignante, enfin j'étais prof de tennis pendant longtemps, donc j'ai beaucoup travaillé justement sur la confiance en soi. Si tu prends un enfant ou même un adulte qui pense qu'il n'est pas capable de faire une chose, donc qui ne croit pas en lui ou qui ne croit pas en ses capacités, à partir du moment où tu arrives à l'ouvrir, à lui faire comprendre que c'est possible, à ce moment-là il va réussir à rassembler ses compétences pour pouvoir vivre son expérience. Là, c'est un petit peu la même chose. Si tu pars du principe que ce n'est pas possible, forcément, tu ne vas pas rassembler tes compétences pour pouvoir vivre cette expérience. Donc, c'est pas juste croire pour voir, c'est surtout croire pour pouvoir expérimenter. Et après, peut-être que tu verras ou pas quelque chose. Alors, merci infiniment, parce que c'est juste ce que tu dis. C'est surtout de la mise en confiance. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi, ça existe. Et c'est prouvé, bien sûr, la mise en confiance d'un ado, de n'importe qui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, quand je dis pour voir, croire pour voir, j'ai repris le même terme. Hein. Attention, je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est le terme que tu as donné. C'est pour ça que j'apporte une nuance à ça. Enfin voilà, comme il a dit, a priori, j'ai mieux précisé sa pensée. En fait, la problématique pour l'être humain, c'est le mental. Le problème, c'est qu'on est tellement en permanence dans le mental que si on n'arrive pas à s'en détacher, on ne peut pas vivre ce genre d'expérience. Ou en tout cas pas de manière consciente. Et c'est beaucoup plus difficile, ouais. C'est ce qui est le plus difficile de lâcher le mental. On est conditionné à ça depuis notre naissance, finalement. Voilà, parce que vous savez, même scientifiquement, il y a au niveau du cerveau, il y a, comment on appelle ça, donc, il y a une altération du cerveau par rapport à quelque chose qui s'installe, c'est un cancer ou je ne sais pas trop quoi le nom, mais ces ramifications font que pendant une période de temps, tout s'intensifie et là, la personne est capable de dire des choses qu'elle n'a jamais été capable de dire dans la vie. Elle est capable de faire bouger certaines choses. Elle a comme un pouvoir qu'elle n'avait jamais avant. C'est juste pour vous dire que la façon dont le cerveau est construit, on connaît qu'une infime partie. Quand on arrive justement à ouvrir certains horizons, comme on dit dans ses propres compétences, on peut aller dans des choses et dans des endroits vraiment nouveaux, inconnus, et on ne peut même pas s'imaginer. Regardez juste là, ce qui passe alentour de nous, l'univers et toute sa conception. C'est incroyable, c'est un miracle en soi, on n'est même pas capable de concevoir ça, mais quand on arrive à ouvrir son esprit, à travailler avec ses compétences, on peut faire justement des miracles. Tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire sur la dernière partie, comme quoi l'univers est immense et incroyable. Et ça, et toi, je suis sceptique, mais je conçois qu'on n'est rien dans l'univers. Entièrement d'accord avec toi. Après, le fait d'avoir peut-être une tumeur, c'est peut-être ça que tu voulais dire, et de pouvoir bouger des choses derrière,
j'ai beaucoup de mal avec ça, énormément. Autant peut-être avoir une tumeur et que ça peut peut-être te développer des capacités orales ou ce que tu veux, parce que ça appuie sur une partie du cerveau. Ça, après, j'y connais rien, je suis pas médecin. Ça, je suis d'accord, mais alors, de là à faire déplacer des choses, je pense qu'on se rapproche plus de la science-fiction que de la réalité. Alors, Tom, pour répondre à ça, il a été prouvé, pour le coup, parce qu'il y a des archives de ça. Alors, moi, je veux bien les preuves. Hein. Alors, tu vas pouvoir les chercher parce que c'est disponible sur Internet, ça. Que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout un travail d'occultisme qui a été fait, où il y a eu des recherches qui ont été effectuées sur la télékinésie, sur tout ce qui est médiumnité, sur tout ce qui est voyage astral, parce qu'ils s'intéressaient beaucoup à ce côté occulte, parce qu'ils avaient la notion que c'était une notion de pouvoir aussi. Mais ça, c'est des archives qui se retrouvent. Ah oui. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, ils ont fait beaucoup d'expériences avec ça, même avec des drogues dures, pour essayer de faire le soldat parfait qui n'a pas mal, qui ne réfléchit pas. Mais c'est tombé à l'eau, on est d'accord. Il y a pas de... Il n'y a rien eu de tout ça. Aujourd'hui, des études sur la télékinésie, il y en a plein qui ont été avérées. Hein. Ouais. Sur télékinésie, alors... Parce que là, je suis en train de m'embrouiller entre deux termes. Télékinésie, c'est faire bouger quelque chose à distance. On est bien d'accord. Non, la télékinésie, c'est les émotions à distance. Télé, c'est distance, et kinésie. Télépathie, alors c'est pareil. Non, c'est proche, non? Non, c'est télépathie. La télépathie, c'est les émotions à distance. Voilà. La télékinésie, c'est de faire déplacer On est d'accord. plier des objets. J'ai confondu les deux mots. Mais la télépathie a bien été prouvée. En tout cas, des scientifiques ont affirmé il y a 2 ans, peut-être quelque chose comme ça, approximativement. J'ai pas la date en tête, mais les scientifiques affirment depuis 2 ans que la télépathie existe. Ça, c'est une chose. Donc, je me dis, why not pour la télékinésie? Et en l'occurrence, Doc, c'est vrai que tu as soulevé un truc qui est vachement intéressant. C'est que pendant la guerre, on s'est, et même avant d'ailleurs, hein, je pense que c'est quelque chose qui intéresse l'humain depuis très longtemps. Mais pendant la guerre, c'est vrai que ça a poussé à des expériences, à des recherches, etc. Et tu dis, Doc, qu'il y a les résultats qui sont disponibles sur Internet, trouvables en tout cas? Il y a plein d'infos là-dessus. Ouais. Ok, donc comme ça, on peut inviter en tout cas les intéressés dans le chat après l'émission ou un autre jour à faire leur propre recherche là-dessus. En fait, à l'époque, les nazis étaient très mystiques et ils voyaient sur le côté ésotérique la possibilité d'avoir une emprise ou une influence ou une supériorité, encore une fois, par rapport à ce domaine. Donc ils ont poussé beaucoup de recherches. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été réalisées. Il y a énormément de témoignages sur Internet là-dessus. Donc si c'est des auditeurs qui souhaiteraient avoir des informations là-dessus, il y a juste à taper travaux occultes Seconde Guerre mondiale et vous allez avoir une montagne d'informations. Ok. Et du coup, pour en revenir à Maeva, vu que toi tu nous dis, tu fais je sais pas d'ailleurs si on dit voyage astro ou voyage astral, des voyages astrales. Voyage astro. Astro. Donc tu fais des voyages astro. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes, des choses les plus surprenantes que tu as vécues en voyage astral? La première des choses les plus surprenantes, disons que à chaque fois c'est surprenant. À chaque fois qu'il y a une sortie astrale de façon consciente, c'est des surprises. Et surtout de voir tout ce qui se passe derrière le conscient de l'humain par rapport à la planète et tout ça, le terre-à-terre de tous les jours. Parce qu'en astral, et là, je vais soulever bien entendu bien des questions, on rencontre des entités, on rencontre des maîtres ascensionnés, on rencontre des anges, des archanges, des chérubins, on rencontre des êtres qui viennent d'ailleurs, on rencontre toutes sortes de choses dans toutes sortes de lieux. On voit des planètes similaires à la nôtre, ayant fait une évolution pour dépasser justement des problématiques parce qu'ils ont l'expérimentation de la nôtre. J'en parle justement dans mes bouquins, dont une planète qui s'appelle Balo. Et ils ont vécu la même chose similaire à la Terre environ par rapport aux problématiques, aux maladies, aux guerres, à la famine, à l'argent et tout ça. Et ont décidé de transformer les choses planétairement. Et aujourd'hui, c'est une planète qui s'est transformée, qui est viable, qui est magnifique et qui ont retrouvé justement le partage et tout ça. Donc, c'est surprenant. Je n'ai, dans mes milliers de sorties astrales, je n'ai
voyager que dans une infime partie du cosmos parce que c'est tellement grand. Et moi, j'ai un guide qui s'appelle Azimut, j'en parle dans mes bouquins, qui m'aide justement dans tout cet univers parce que moi seul, j'aurais beaucoup de difficultés à voir tout ça. Mais le plaisir, c'est de voir qu'il y a d'autres choses que la Terre. Parce que juste dans notre galaxie à nous, il y a à peu près 150 billions d'étoiles et les possibilités mathématiquement, quand on parle de statistiques ici, que notre planète soit habitée, sans qu'on y ait allé, ben, il y en a environ au moins 1%. Donc, c'est au moins 150 000 planètes habitables juste dans notre galaxie. Il y a des millions de galaxies. Donc, pourquoi s'arrêter à dire non, c'est impossible, ça se peut pas, mais ouvrir l'esprit à justement ben, si c'est possible, alors ça me donne l'occasion de faire un pas et d'aller de l'avant. Mais dans tous ces voyages astro-là, ce qui est pour moi le plus génial, c'est au moment de la sortie. Le feeling que ça me fait au moment de la sortie astrale. La vibration, la sensation qui est absolument ahurissante. Et ça, moi, c'est... il n'y a rien qui fait que j'ai une sensation comme ça. Que ce soit faire l'amour, utiliser une drogue, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il y a toutes sortes de sensations, mais faire une sortie astrale de façon consciente, au moment où tu es conscient de ta sortie, ça procure un taux une vibration, ça procure une explosion, c'est indescriptible comme sensation. Donc, juste ça, c'est formidable. Mais tout le... Parlez-en à des Anne Givaudan, à des Daniel Mauroy qui voyagent en astral de façon consciente aussi. J'ai interviewé justement Anne Givaudan dernièrement. On en parlait. Et partout dans cet univers, on voit des entités, on voit des planètes où ils ont une technologie tellement développée que même ils la partagent à d'autres, même à certains êtres humains de cette planète. Il y a des interactions entre tout ça. Donc, c'est formidable, ça. D'accord. Vas-y, Doc. Vas-y, Doc. En fait, j'entends et ça me rappelle une discussion que j'ai eue en off il y a très peu de temps avec Tom et Mika, où on parlait de l'infinité de l'univers, justement, et de toutes les perspectives que cela pouvait ouvrir. Et sans qu'on en ait parlé, bien évidemment, Maïvaï, je retrouve toute une partie du discours que j'ai exposé. Donc ça me fait un petit peu sourire. Tu révèles des discussions off, merci. Mince. Il a pas dit ce que vous aviez dit, hein. Il l'a pas dit, c'est vrai. Non, c'est moi qui l'ai dit. Et je vais pousser. Alors, tu vas dire que là, je vais pousser. C'est juste pour vraiment me mettre dans la peau des personnes, certaines, pas les personnes, mais certaines personnes qui pourraient nous regarder et qui pourraient penser ça. En plein voyage astral, tu auras accès à pas mal d'informations, de choses indiscrètes, non? Ouais, mais le voyage astral, le but du voyage astral, c'est pas ça. Le but du voyage astral, c'est pas d'aller regarder une fille en train de se déshabiller chez elle en train de prendre une douche. Je pensais pas spécialement à ça, mais d'accord. Allez, Mika, arrête, on sait. Le voyage astral, c'est pas le but du voyage astral, c'est d'élever son âme, c'est d'aller chercher justement des informations, des compétences pour soi-même s'améliorer. Ça, c'est le but du voyage astral. D'accord. Par contre, on a une question qui est vachement intéressante, je trouve. C'est vrai que j'y ai pas spécialement pensé, d'Inès. Elle demande, est-ce qu'il faut se protéger avant de faire un voyage astral? Et si oui, comment? Selon moi, c'est une question essentielle. Même essentielle, oui, c'est vrai. C'est dangereux parce qu'il y a des personnes qui pensent finalement que c'est quelque chose de dangereux, qu'une entité peut prendre notre corps quand on est sorti. Donc il y a pas mal d'opinions négatives autour de ça aussi. Si vous saviez comment c'est important cette question-là et comment j'en parle et comment je le dis, parce qu'il y a des gens qui font pas de sortie astrale qui disent « Ah, ben il n'y a aucun souci, allez, vas-y, fais-toi plaisir ou un instant. » Et quand je dis aux gens, encore là sur ma page, parce que c'est là que je suis plus actif, qu'on doit vraiment préparer sa sortie astrale et pas la faire comme ça, sans rien préparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois élever ton taux vibratoire. Ça fait quoi? Ça fait que tu te protèges encore beaucoup mieux dans ton taux vibratoire. Ça veut dire que le taux vibratoire, quand il est élevé, ta sortie astrale consciente qui va se faire, tu risques d'aller dans le haut astral,
ce qu'on appelle le haut astral, c'est-à-dire dans des endroits viables, agréables, avec un bon taux vibratoire. Mais si tu pars avec des drogues, si tu pars dans un cœur malveillant ou si tu pars dans la colère ou tout ça, tu peux te retrouver dans ce qu'on appelle le bas astral. Et là, il peut y avoir des problématiques importantes. Oui, il faut absolument se protéger avant de partir en voyage astral de façon consciente, c'est-à-dire élever son taux vibratoire, avoir des pensées positives, être conscient que c'est un voyage, qu'il peut se passer des choses et pas à ta façon à toi ou dont toi tu souhaites que ça se passe. Et on doit absolument enlever une chose très importante et c'est la peur. On ne doit pas partir en voyage astral avec une certaine peur parce que si tu pars en astral de façon consciente et que tu as une peur qui t'habite, ça va donner de l'énergie à ces entités qui vont faire de ton voyage un enfer et tu vas rentrer dans ton corps tellement rapidement que ça va te provoquer ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un choc astral. Tu vas tellement rentrer rapidement que tu ne voudras plus jamais sortir de façon consciente en astral. Tu vas oublier ça pour le reste de ta vie, tellement ça va être brutal. Donc oui, il faut se prémunir que quand on sort en astral, on doit avoir des prémices. Quand je fais une sortie astrale de façon consciente, je suis conscient que je demeure sur le lieu. C'est-à-dire, si je suis dans la chambre, je demeure dans la chambre. Je ne veux pas partir au-delà de la ceinture de Kepler ou sur d'autres planètes sans savoir où je vais et comment le faire. J'y vais doucement. Tu veux dire qu'au moment où tu sors, tu te projettes à proximité de ton corps, c'est ça? Oui, exactement. Et ce que je dis aux gens, pour justement confirmer le voyage astral, imagine, dans ma chambre, j'ai un vase, OK? Eh bien, je vais aller voir le vase de très, très près pour voir une particularité du vase que je n'ai jamais vu. Et là, je vois, bon, ben, il est fendu ici, je n'ai jamais vu ça. Quand je reviens dans mon corps, là, à ce moment-là, je vérifie consciemment si je vois cette aspérité sur le vase. Si je ne la vois pas, c'est un rêve lucide. Ce n'est pas un voyage astral conscient. Mais si je la vois, je peux confirmer ma sortie astrale. Et de jour en jour, je vais un peu plus loin. Je vais au coin de la rue, je vais voir sur la boîte postale au coin de la rue, bon, ben, il y a une écriture. Donc, le lendemain, je prends mes jambes, je vais voir. Et si je vois l'écriture sur la boîte postale que j'ai vue en astral, ça confirme ma sortie astrale. De cette façon-là, on n'est pas dans le rêve lucide. On est dans un rêve astral de façon consciente. Et on fait ça de plus en plus loin. Tu comprends? Là, on s'éloigne de plus en plus. Parce que quand tu te retrouves sur une planète à des centaines de milliers d'années-lumière, tu ne peux pas prendre tes jambes et aller voir puis confirmer ton voyage. C'est impossible. Donc, il faut vraiment que tu confirmes petit à petit. Et tu dois augmenter ton taux vibratoire pour avoir une protection. Tu dois demander l'aide à tes guides de te protéger aussi par rapport au voyage astral. Malgré tout ça, bien entendu, c'est possible qu'il t'arrive des bricoles en astral. Ok, donc si je résume... Quel genre de bricole, du coup? Ça m'intéresse, les genres de bricoles qui peuvent arriver. Ouais. Les gens de bricole, c'est rencontrer des entités très négatives qui vont faire de ta vie un enfer. Et là, tu vas te mettre à avoir peur. Ils vont tout simplement, que ce soit des incubes, des succubes, que ce soit toutes sortes d'entités négatives, que ce soit une énergie négative, au niveau de l'astral, tu vas sentir et tu vas percevoir 100 fois plus les couleurs, 100 fois plus les vibrations, 100 fois plus les odeurs. Tout est amplifié. Donc, et les problématiques peuvent venir justement d'entités très négatives qui peuvent avoir te causer des problématiques dans une peur. Et là, tu vas rentrer dans ton corps parce que tu vas avoir peur et ça peut provoquer des réactions très, très, très compliquées. Comme j'ouvre une page ici, les gens qui ont des problèmes vraiment d'ordre psychiatrique et les gens cardiaques, je vous suggère de ne pas partir en voyage astral. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est, et je te laisserai m'y répondre en même temps, est-ce qu'il y a des méthodes particulières pour pouvoir augmenter son taux vibratoire? Et par rapport aux unités de Bovis, alors ça, pour expliquer un petit peu ce que c'est les unités de Bovis, en fait, c'est un cadran qui permet de mesurer le taux vibratoire. Donc, on l'utilise en radiesthésie, donc ça, c'est par rapport à une question d'Inès. Quel taux il faut avoir en taux vibratoire, justement, sur ce cadran Bovis pour pouvoir éventuellement partir en astral?
Ben, moi, je pense qu'il faut avoir au moins 100 000 à l'échelle de vos vis pour partir en astral de façon consciente. Et pour élever son taux vibratoire, la meilleure chose à faire, c'est la méditation. Il faut avoir un aspect méditatif, une récréation méditative tous les jours. On doit absolument élever son taux vibratoire par la méditation. Bien entendu, il y a d'autres moyens, Doc, comme l'alimentation aussi. C'est important de faire attention à l'alimentation. Mais la méditation, c'est le lien le plus important pour augmenter le taux vibratoire. Je te D'accord. remercie. Et du coup, on a souvent cette image, voilà, de voyage astral dans certains films d'horreur, on va dire, pour imaginer la chose. Pour ceux dans la communauté, vous avez des films comme Insidious, des choses comme ça. Et donc, tu parles de pouvoir croiser des entités du bas astral en plein voyage. Mais quand tu parles de les croiser, est-ce que c'est une forme différente, on va dire, que de croiser une entité bas astrale, on va dire, dans notre dimension, si je peux dire ça comme ça? Est-ce qu'on les voit physiquement? Est-ce qu'il y a une autre perception? De quelle manière tu les croises dans ce cas? Les gens vont avoir une perception différente de la façon dont ils vont se sentir intérieurement dans leur taux vibratoire à eux. Ils vont percevoir, mais c'est une forme d'énergie et c'est un ressenti. C'est-à-dire que, tu sais, tu peux rentrer, vous, au niveau du paranormal et tout ça, on peut rentrer dans un lieu sans connaître le lieu et avoir une mauvaise impression, tu as un mauvais feeling, tu dis, écoute, il y a quelque chose ici qui se passe, je sais pas c'est quoi, mais je me sens pas bien. Tu comprends, tu te sens pas bien. Mais quand tu arrives dans ce genre d'entité et que tu sens pas bien et tout ça, tu te sens tout croche là-dedans, à ce moment-là, tu peux les rendre perceptibles et tu peux les rendre viables. C'est-à-dire qu'ils peuvent comme apparaître devant toi et paf, il t'apparaît un démon de je sais pas où, je ne sais pas d'où il vient, mais tu vas tellement avoir peur que ça va causer problématique. Mais dans cette dimension-là, on dit ici qu'on est en 5e dimension. Au niveau de l'astral, tu as des milliers de dimensions. Donc, et tu as des portails, tu as un portail qui va t'amener de A jusqu'à Z et tu ne sais pas c'est où Z. Tu te ramasses dans un coin de l'univers que tu n'as jamais connu, dans un lieu que tu n'as jamais connu, avec des entités que tu n'as jamais vues. Donc, tu peux avoir des surprises parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des formes qui existent, il y a des lieux qui existent dont tu n'as même pas conscience, dont tu n'as même pas connaissance, dont ton imaginaire à l'heure actuelle n'est même pas capable de créer ces lieux-là, à moins de t'appeler, je sais pas moi, Steven Spielberg, là, et tu crées ces univers-là. Mais normalement, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement ahurissant ce qui se passe dans ces mondes-là, et il y a des entités qui prennent forme vraiment devant toi et qui peuvent causer problématiques. D'accord. Alors, du coup, tu vois beaucoup de... Excuse-moi, je suis un peu perdu avec tout ça. En plus, on a parlé de bovis, et là, excuse-moi le doc, mais les bovis, tu m'as donné des boutons. Du coup, ouais, tu vois des entités. Non, les bovis, les amis, hein, c'est rien. Il y a rien de scientifique dans les bovis. Hein, enfin, voilà. Les entités, tu les vois avec ton voyage astral. Tu vois les morts, si j'ai bien compris. Les morts, c'est autre chose. Les morts, c'est des désincarnés. Moi, je suis médium. Il y a des gens qui viennent me voir et la femme qui est avec moi me parle, qu'elle est triste et tout ça. Et là, l'âme de son conjoint arrive, qui s'appelle André. Et André me dit, ben, dis à ma femme ça. Donc, je le vois comme un fantôme. Je vois comme un fantôme quand il est désincarné. Donc, je partage. Ce qu'il me dit à moi, je lui partage à la dame, mais ça fait partie de mes compétences. Mais au niveau de l'astral, je ne vois pas de désincarnés au niveau de l'astral. Je les vois vraiment au niveau de cette planète qui erre. Mais au niveau de l'astral, c'est plus des entités négatives, des entités très laides, horribles, si on peut dire, qui vous feraient vraiment plaisir au niveau du paranormal et qui font de la vie d'un voyageur astro qui peuvent causer beaucoup de problématiques, mais ils peuvent prendre forme physiquement. Physiquement, ils peuvent prendre forme et toi, tu les vois comme moi je te vois ou comme moi je vois Inès présentement. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as les clés de l'univers, parce que tu nous parles de planètes, tu as les clés du monde entier, tu peux voir notre monde actuel et apparemment avec une amie à toi, le monde des morts. Ça se rapproche quand même pas mal de Dieu tout ça, non?
Enfin, Tu savais, mon ami, que tu es une parcelle du divin, toi aussi. Donc, on est tous reliés, on est tous interconnectés. Je suis une personne de l'évolution de la nature, pas du divin. Ouais. Rien à voir. D'accord, mais ça fait partie du divin, hein? La nature, ferme-toi les yeux, regarde et essaie d'imaginer un humain capable de faire ça. Je pense que c'est vraiment l'aspect divin qui crée ces choses-là. Et c'est pour te dire que il y a tellement de choses incompréhensibles. Et moi, j'ai pas ici à convaincre les gens. Les gens peuvent croire ou pas croire. Ça demeure leur choix à eux. Moi, ma vie à moi se situe dans ça. Et je vais travailler avec les gens qui ont une ouverture d'esprit pour pouvoir arriver à faire ça. Je vais mettre mon énergie, bien entendu, avec ces personnes-là. Mais si une personne ne me croit pas ou me confronte, ben, je la respecte, je comprends ça, mais je vais faire mon chemin ailleurs, bien entendu. Je vais mettre mes énergies où je suis en mesure que ça devienne positif. Tu comprends? Alors, moi, j'ai une question. J'ai une question, Maëvaille. Par rapport aux sorties, quand tu disais tout à l'heure que finalement, l'âme vit plusieurs vies simultanément, que d'ailleurs ça pouvait expliquer en partie l'impression de déjà-vu, que c'était ton âme qui te faisait un coucou. C'est bien ça? C'est ce que tu as dit tout à l'heure? Oui. Ok. Moi, je me posais une question parce que par exemple, Jean-Jacques Charbonnier, quand il fait ses TCH, donc transcommunication hypnotique, il y a des personnes qui ont la sensation de faire un voyage astral, mais en voyant le futur, par exemple. Est-ce que lorsqu'on part en sortie, on peut se retrouver, du coup, à ne plus être dans le temps présent? Normalement, quand on part en sortie, même si on voyage à la vitesse de la pensée, on reste dans le temps actuel. Est-ce que c'est possible de se retrouver, du coup, je sais pas, à voir le passé, le futur? Est-ce que ça te paraît cohérent pour toi? Bien sûr, j'en parle dans un de mes livres. Oui, j'en parle dans un de mes livres, justement, que le temps, que ce soit le temps quantifiable, ici on met des heures parce que l'humain a besoin de quantifier les choses, il a besoin de savoir qu'on est mardi à 15 heures. Mais au niveau de l'astral, il n'y a pas de temps. On peut aller aussi bien dans le passé, dans le futur. Ça, c'est un choix de l'âme. Et l'âme expérimente ce choix-là à n'importe quel moment quand elle a le désir de l'expérimenter. Donc, oui, moi, j'ai une prestation par rapport à l'astral qui fait que toi, tu as une problématique par rapport à un travail, ou je dis ça comme ça, tu as 3 emplois, eh bien, c'est possible d'aller voir en astral les 3 entrevues et te dire qu'elle va se passer comme ça, elle va se passer comme ça, elle va se passer comme ça, et à toi de faire le choix. Mais même là encore, dépendant du libre arbitre, tout ça peut se transférer, tout ça peut changer. Dépendant de ce que tu vis au moment où tu le vis, c'est vraiment hyper touché, si on veut. Mais par rapport au temps, tu peux aller dans le futur en astral. Et quand tu pars dans le futur en astral, c'est une volonté de ta part ou ça se fait... C'est une volonté. Pour moi, c'est une volonté. Sur ma chaîne YouTube, j'ai certaines vidéos qui font que j'étais en astral de façon consciente et je peux te dire qu'en 2050, si la planète continue à être ce qu'elle est, l'eau va valoir plus cher que l'or. Ok, et en même temps, tu dis que finalement, tu as vu un futur possible. Ce n'est pas forcément le futur. C'est un futur possible. C'est un futur possible. Encore là, un autre exemple. Je ne parle pas de toi, mais imaginons que la personne que je vois fume le tabac, OK? Et qu'une entité vient me voir et dit, cette personne-là, si elle ne change pas sa vie, l'heure de son décès, c'est le 22 janvier 2044. Mais si tu sais ça et que tu cesses de fumer aujourd'hui, tu vas changer ton futur. Parce que c'est dans le moment présent qu'on crée le futur. Ok. Tu avais une question, Tom? J'ai cru. Oui, non, mais si toutefois tu vas dans le futur, est-ce que tu as vu des choses pour toi personnellement que tu as pu justement modifier? Bien sûr. Ah, bon, j'avais cru que tu allais étayer un peu plus la réponse, mais ok, pas de problème. S'il a modifié son futur, tu veux lui demander quoi si du coup, si le futur qu'il a vu n'est pas arrivé? Tom, je vais te dire quelque chose. Tom, je vais te partager quelque chose par rapport à mon futur, OK? C'est une expérimentation que j'ai faite. Moi, je suis aussi auteur, compositeur, interprète. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de faire de la musique parce que j'ai un certain talent. Donc, j'ai été voir dans le futur avec quelle maison d'édition je pourrais signer un contrat d'enregistrement. Et
quand j'étais voir dans le futur, je savais qui allait voir. Donc, j'ai fait mon démo et j'ai envoyé mon démo directement avec la personne avec qui je voulais travailler. Et j'ai signé un contrat de 6 ans et j'ai fait 4 albums avec cette maison de disques. Donc, ça m'a aidé, moi, à m'éviter d'aller dans toutes sortes d'endroits, toutes sortes de maisons de disques qui n'auraient pas cru ou pas d'argent et tout ça. Ça m'a évité tout ça pour centraliser mon énergie directement dans un moment où je savais qu'il fallait que je mette mon énergie là, grâce à l'astral. Très bien. Eh ben écoute, super. Super. Et du coup, faut que tu réitères. Est-ce que tu peux pas avoir les numéros du loto? Enfin, je sais pas. Moi, je peux aller dans le futur. Je ferai pas mal de choses comme ça, quoi. Bon, c'est caricatural, j'imagine. Moi, je peux te... Oui, bien mais sûr. moi, ouais, c'est caricatural. Oui, parce que le plus gros souci de cette planète, c'est justement l'argent. Donc, je n'irai pas là-dedans, moi. Ouais. Eh ben, c'est bien dommage. Ouais. Bah, non. Il n'y a pas de honte d'avoir de l'argent. Hein. Ouais, bon, après, Il c'est y un a autre débat, là, on va peut-être s'écarter. il y a peut-être suffisamment d'argent, il n'y a peut-être pas besoin d'aller gagner des millions. C'est une euros façon non de voir plus. la chose, c'est chacun a sa vision après ce niveau-là. Après, Ça, c'est autre après chose. c'est le même principe quand tu vas avoir une info en voyance, Tom. Si on te dit fais attention en sortant de la rue demain matin, tu risques de te faire renverser. Il y a même de très grandes chances que tu te fasses renverser. Si tu prêtes attention à cette prédiction, tu ne te feras pas renverser. Par contre, si tu ne prêtes pas attention, il y a de grandes chances pour que ça arrive finalement, puisque ça t'a été prédit. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable. Je suis d'accord avec toi, mais après, derrière ça, c'est une chance sur deux, quoi. C'est comme les voyantes qui disent que la femme enceinte, là, elle va avoir un garçon ou avoir une fille, quoi. C'est une chance sur deux. Ah ouais. Une chance sur deux. Je sais pas si la chance sur deux, elle y est beaucoup de se faire écraser, parce que si tu sors pas de chez toi, soit tu te fais écraser, soit tu te fais pas écraser, quoi. Mais voilà. Mais moi, je peux vous dire que c'est pas une chance à prendre. Non, bien sûr. C'est un risque. Bon, il est 21h46, on approche tout doucement de la fin de cette partie-là, parce que du coup on va devoir enchaîner, sinon on n'aura jamais le temps. Vous avez vraiment des questions très précises à poser, ou que ce soit Tom, en l'occurrence, aussi, parce que si t'as besoin de réponse à quelque chose, ou tu veux parler de quelque chose, tu peux aussi bien sûr. Mais Ning ou Doc, ou même dans le chat en l'occurrence aussi, si vous voulez, si vous avez vraiment une question précise avant de passer à la paralysie du sommeil, n'hésitez pas pour le moment. On a juste une question d'Antoine qui est passée, mais je crois qu'on l'a déjà répondu, je crois tout à l'heure en plus, si le voyage astral est une modification de l'espace-temps. Parce qu'on en a parlé, je crois, tout à l'heure en plus. Le voyage astral, c'est pas une modification, c'est tout simplement un lien. On devient l'espace-temps. Oui, parce que si je ne m'abuse, et n'hésite pas à me corriger, Maïbaï, si je me trompe, aujourd'hui, le temps n'est qu'une relativité. C'est une constante qu'on a été obligé de poser pour définir quelque chose, mais à l'échelle de l'univers et à la petite échelle que nous sommes, ça n'est finalement qu'une constante qui est très invariable, qui est très variable. Moi, je peux te dire que le temps, c'est une illusion. C'est ce que j'étais en train de dire, mais oui, on se rejoint là-dessus. Mais je pense que beaucoup de monde sera assez d'accord sur ce point-là, je pense. Ah, c'est l'invention de l'homme, ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Même en France, on change d'heure, donc forcément, c'est qu'on est mal barré. Il y a pas mal de scientifiques aussi qui vont dans cette voie-là aujourd'hui, de toute façon. Moi, j'aimerais revenir sur un point que tu as soulevé qui est important. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de gens qui ont témoigné justement sur des voyages astraux, qui me disaient que la plupart du temps, quand ils partaient, le premier lieu où ils se retrouvaient avant de pouvoir passer dans le haut astral, c'était d'abord le bas astral. Est-ce que tu peux avoir des conseils à donner à ces personnes-là qui d'abord traversaient le bas astral avant de pouvoir évoluer? Moi, j'ai fait cette expérimentation de voir ce tunnel où il y avait un tunnel assez noir, où il y avait des choses qui étaient un peu, entre guillemets, glauques sur les côtés. Je sentais que c'était des choses qui étaient assez vilaines avant de pouvoir atteindre quelque chose de chouette. As-tu des conseils par rapport à ça à pouvoir transmettre? Oui, bien sûr. Le conseil ou la suggestion que je pourrais donner aux gens, c'est qu'avant d'effectuer une tentative de sortie astrale, je dois prendre le temps, même s'il est une illusion, je dois prendre le temps de faire en sorte d'élever au maximum mon taux vibratoire avec tous les moyens qui me sont donnés pour être en harmonie le plus possible pour justement éviter de passer par le bas astral.
Parce que plus tu élèves ton taux vibratoire, Doc, plus tu fais attention à toi, plus tu es dans l'amour, dans le partage, dans plein de choses, en fait, moins tu as de possibilités de t'arrêter en chemin dans ce bas astral et d'aller directement vers le moyen ou le haut astral. Donc, avant de partir de façon... Les gens sont trop pressés de vouloir partir en astral de façon consciente. Dans mon expérimentation, ce que je vois, on doit prendre le temps de bien faire les choses pour s'assurer, du moins, dans nos possibilités, le maximum de bien-être et de mieux-être et de belles choses plutôt que vouloir faire quelque chose rapidement et justement passer par le bas astral. Parce que si tu ne le fais pas et que tu passes par le bas astral, il y a beaucoup de chances que quand tu vas revenir, que tu n'aies plus envie d'aller en astral. Non, là pour partager cette expérience, moi la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était lors d'une méditation guidée. Et effectivement, on m'a d'abord fait passer par ce tunnel avant d'arriver sur autre chose. Bien sûr, c'est un endroit où j'ai pas du tout voulu m'éterniser parce que je me sentais absolument pas du tout à ma place. Au contraire, j'avais presque envie de le traverser très rapidement pour ne pas avoir à voir ce qui se passait autour. Donc, pour toi, il est d'ailleurs possible ou probable qu'on puisse accélérer ça à travers aussi une méditation guidée. Bien sûr. Bien, je te remercie. Voilà, moi c'est une réponse nette et claire et sans... Voilà, ça Ok, concernant Abracadabra Boulga, bon, pour le pseudo, est-ce qu'il est allé dans l'espace comme Nicolas Frey? Mais on en a parlé déjà tout à l'heure en fait durant le débat. C'est un point on a déjà parlé, du coup tu pourras avoir le replay. On va éviter de revenir à chaque fois, sinon ça sera interminable. Mais on en a parlé d'ailleurs et c'était un oui en l'occurrence. Pour résumer, mais il explique vraiment dans le replay, tu pourras avoir la réponse complète parce que c'est bien plus long. Mais et vas-y. Du coup, alors j'espère parce qu'à un moment donné ça a coupé, donc je pense pas qu'on en ait parlé, mais si tu devais nous donner 2-3 techniques peut-être de référence pour pouvoir vivre un voyage astral, qu'est-ce que tu conseillerais toi, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais moi je pourrais vous en donner 3. Je connais une 60aine de techniques pour partir en voyage astral de façon consciente. On va rester à 3. Il y a la première technique qui est la plus facile, c'est la technique de la corde. C'est-à-dire que je suis au niveau de la méditation, j'essaie d'apaiser mon corps et là je m'imagine sortant de ma tête une corde qui monte vers le ciel et dans ma pensée, j'essaie de m'extirper par cette corde. Tu comprends? J'essaie de prendre la corde et de la monter en image dans ma tête. OK? Donc, ça, c'est une technique qui est la plus utilisée sur cette planète et qui est garante de bien des belles choses. La deuxième technique, c'est la même chose, mais on appelle ça la technique de l'échelle. OK? C'est-à-dire que c'est la même chose, mais on voit qu'on monte une échelle au niveau du corps éthérique, bien entendu, et qu'on s'extirpe du corps de cette façon-là. Et la troisième technique... Projette, en fait, c'est ça? On se projette voilà. en imagination, d'une certaine façon, jusqu'à ce que finalement ça se passe concrètement. Voilà. Parce que tu vois, dans ces deux techniques-là, le but, c'est d'être conscient de l'endormissement du corps et être conscient qu'on dort. Et c'est à ce moment-là qu'on peut sortir de façon consciente. Et la troisième technique, c'est la projection justement du soi, si on veut, c'est-à-dire s'imaginer que je sors de mon corps, je me vois sortir de mon corps et je me vois dormir. Je me vois au-dessus de mon corps. Donc ça, c'est les 3 techniques, si on veut. Là, je suis vraiment, j'y vais en surface, mais c'est les 3 techniques les plus utilisées, garantissant pas une sortie, mais garantissant plus une facilité pour y arriver. D'accord. Alors moi c'est rigolo parce que ça reprend une discussion qu'on a eue avec Henning il y a quelques jours, où justement on parlait de cette notion de voyage astral et je lui disais ce qui me contrarie, c'est que aujourd'hui, à chaque fois que je retente, je m'endors. Mais finalement, c'est plutôt positif que je m'endorme plutôt que je lutte pour ne pas m'endormir, alors que finalement, ça peut être l'état qu'il faut que j'atteigne pour pouvoir continuer cette ascension. Oui, la problématique, Doc, vraiment de ça, c'est que quand on travaille les voyages astrales et que le corps dort, c'est qu'on doit être conscient de l'endormissement. Et c'est là le souci. Ça se passe dans une fraction de seconde, en fait. Hein? C'est à ce moment-là que quand le corps s'endort, je dois rester conscient. Et quand je suis conscient que le corps est endormi, je m'extirpe du corps instantanément. Alors, mais j'ai vécu une expérience
j'en profite. C'est la libre antenne avant l'heure. On partage. Non, mais parce que donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà essayé, je n'ai jamais vraiment réussi. Bon, après, je ne sais pas de façon assidue parce que je ne veux pas non plus me mettre la pression. Mais le plus loin que j'ai eu la sensation d'arriver, c'était très étrange parce que dans ma conception du voyage astral, logiquement, quand on sort de son corps, on est peut-être léger ou on peut... Enfin oui, je pense qu'on est léger, ou en tout cas on est comme de l'air en quelque sorte. Or, moi, le plus loin que je suis allée, j'avais l'impression de tomber au sol et finalement de traîner dans ma chambre par terre. J'étais dans le noir. Alors je me disais, mais pourquoi je suis dans le noir alors que je ne vois pas avec mes yeux naturels? Est-ce que c'est du coup une expérience que tu penses qui était réelle ou est-ce que du coup ça n'avait absolument rien à voir? Ben moi, je pense que dans ma certitude à moi, je pense que tu fais plutôt une paralysie du sommeil et tu as imaginé une sortie astrale. C'est pour ça que tu sentais ton corps lourd. Parce que normalement, je ne sentais pas mon corps. C'était pas mon corps que je chantais. Et j'ai déjà fait des paralysies du sommeil et c'est pas ce que je vis. Okay. C'est pas mon corps que je chantais. J'avais l'impression de pas être dans mon corps, mais finalement, j'avais l'impression d'être engluée à 2 mètres de mon corps, quoi. C'est plus ça. Ben à ce moment-là, parce que au niveau de l'astral, l'âme, c'est de l'éther. Donc, il n'y a pas vraiment de pesanteur. Parce qu'on est extrêmement léger, là, on se déplace comme ça. Mais c'est possible, par contre, on s'en parlera peut-être hors d'onde à un moment donné, si tu veux, que tu as fait une sortie astrale, que tu t'es retrouvé dans un lieu où tu semblais avoir un corps extrêmement lourd. Un corps où tu avais de la difficulté à te traîner, où tu sentais toute cette lourdeur. Donc, ça, c'est possible que tu aies fait, oui, une sortie astrale, mais instantanément, être comme dans un corps lourd. Mais là, il y a beaucoup d'explications données à ça et je prendrai le reste de l'émission. On va éviter. C'est pas grave. Mais on peut s'en reparler quand même. Là.